Bien, merci encore à vous tous, à vous toutes et à vous tous pour ces expériences, même si ce n'était pas toujours très optimiste, comme vous disiez, on en voit tout à l'heure, mais nombre d'initiatives sont extrêmement intéressantes que vous avez soulignées. Donc je vais appeler maintenant le grand témoin de la journée, après les témoins de table ronde, le grand témoin, donc Arnaud Wels, qui a promis de faire court, donc on va vous demander encore un tout petit peu de patience. Parce qu'ensuite, je pense qu'on donnera également la parole de vos conclusions à la vice-présidente Marie-Josée Hama, et puis notre présidente de citoyenneté active ne pourra pas vous laisser partir sans vous dire également un petit peu d'encouragement. Oui, promis, je vais faire court. Énormément de choses ont été dites. D'abord, j'ai trouvé que c'était une journée extrêmement riche. Et avec les deux aspects jusqu'au bout, décidément, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a beaucoup de motifs d'espoir et d'enthousiasme sur la variété et la diversité des actions qui ont été présentées, les complémentarités qui ont été mises en avant entre la diversité des acteurs, aussi bien les acteurs libéraux, institutionnels, associatifs. On peut faire beaucoup de choses dans le contexte actuel. Et il y a un certain nombre, alors en vrac, j'ai noté un certain nombre de choses, mais ça aurait pu en être d'autres dans toutes les pistes qui m'ont paru intéressantes à souligner. Ça a beaucoup été dit, et ça c'est une grande avancée depuis, pour les anciens qui se lamentaient combien l'interprétariat est devenu, au moins dans notre type d'assemblée, pas forcément partout, mais comme une nécessité, encore faut-il arriver à trouver des budgets pour le mettre en place. Et notamment, il y a beaucoup, ça m'a semblé très important d'insister sur le fait que des fausses solutions d'interprétariat étaient plus nocives qu'utiles en donnant des illusions de mauvaise compréhension. Aussi, ça a été souligné par tout le monde que la santé, ça comme avant les soins que les soignants ou les travailleurs sociaux peuvent donner, c'est les besoins primaires. Et là, on va verser un peu de l'autre côté de la frustration, c'est-à-dire que parfois ça nous échappe en tant que soignants ou travailleurs sociaux de pouvoir répondre à l'intégralité des besoins de santé des gens, mais bon. La nécessité, et on l'a souvent fait au cours de cette journée, de remettre des éléments d'information objectifs par rapport à un grand nombre de préjugés. Dans la dernière partie de la discussion, il a été question de ce qu'on appelait dans les années 70. Moi, en tant qu'étudiant en médecine, j'ai entendu à l'époque parler de sinistrose, du syndrome méditerranéen, dont on sait maintenant que ce ne sont que des a priori de type raciste et xénophobe. C'était très répandu à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est quand même beaucoup moins. Et donc de l'importance aussi de donner de l'information objective et de sortir de ce qui a été longtemps la santé des migrants. Elle a été longtemps une espèce de santé post-coloniale, tropicale, exotique. Ça n'est plus de ça dont on parle aujourd'hui, et heureusement. On a insisté aussi sur le fait qu'il y a des dimensions qui mériteraient encore plus d'action qu'on peut le faire aujourd'hui, notamment pour prendre en compte les situations de handicap, les personnes en situation de manque d'autonomie, comme les migrants âgés, on en a dit quelques mots. L'importance des actions d'aller vers, qui se développent beaucoup et qui rendent des services très complémentaires, le fait d'avancer aussi, à la fois en individuel et en collectif. Ce sont des initiatives qui se développent dans beaucoup d'organisations, et on sent bien que ces deux aspects sont nécessaires, pas forcément au même moment d'ailleurs. Il est parfois nécessaire, vu le sentiment d'isolement et de vulnérabilité des personnes qui viennent d'arriver, de commencer par des prises en charge individuelles, mais à un moment et assez rapidement, voire dès le début, pour des actions plus de prévention et de promotion de la santé, combien des ateliers en collectif peuvent avoir des vertus. J'ai noté par exemple l'intérêt des visites préalables à la maternité pour les femmes enceintes. Je trouvais que c'était une très bonne idée, et beaucoup d'autres. Mais on a aussi parlé d'abord d'insuffisance des moyens dans le système de santé. C'est pas spécifique des migrants, mais en l'occurrence ça les concerne aussi. En santé mentale, c'était flagrant, un certain nombre de choses que vous avez dites qui montrent que on ne peut pas accéder au CMP, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder avant 3 mois au CMP, ici comme ailleurs. Que notamment sur tout ce qui est... Alors il y a l'accès aux psychiatres, mais aussi il y a l'accès aux psychologues, psychothérapeutes. J'espère que le centre psychotrauma trouvera des solutions à l'avenir que apparemment pour l'instant ils n'ont pas trouvé, parce que c'est quand même un énorme service rendu, la psychothérapie de soutien qui va soulager beaucoup des éléments de psychotraumatisme qu'ont vécu les personnes. Et évidemment en face de ça, ça a beaucoup été dit aussi, c'est la frustration de ce qu'une partie de ce qu'on est amené à essayer de faire et d'inventer en matière de
réponse à la santé des migrants, c'est des choses qui ne relèvent pas du système de santé, mais d'obstacles supplémentaires dont on a l'impression qu'ils sont mis sur nos chemins, enfin, d'abord sur ceux des migrants, mais aussi sur les nôtres en tant que soignants, par des politiques d'immigration qui sont complètement déconnectées des besoins. Et enfin, pour le dire par euphémisme, en plus d'avoir un certain nombre d'autres effets pervers. Et quand il s'agit d'essayer de trouver des solutions, parce que c'est absurde qu'on envoie sur l'hôpital public et sur les passes des personnes qui pourraient tout à fait être soignées correctement en ville si on leur donnait la possibilité de le faire plus tôt, quand on impose, comme c'est le cas de l'avant-dernière réforme de l'immigration, aux personnes de se déclarer malades au moment où elles ne savent même pas encore qu'elles sont malades et qu'elles n'ont pas pu encore accéder à un bilan de santé, faute après, au moment où elles seront déboutées du droit d'asile, d'être considérées comme menteuses. Hein. Vous saviez que vous étiez malade, mais maintenant, vous nous le dites seulement maintenant parce que vous n'avez pas de non, en fait, on ne le savait pas, puisqu'on met en moyenne 9 mois pour faire son test de VIH sur un parcours santé en France, et en moyenne 14 mois pour faire un test de diabète. Bref, toutes ces questions-là qui nous échappent en tant que professionnels de santé, et c'est bien ça dont on parle aujourd'hui, mais du coup, la question c'est comment s'appuyer en tant que soignant sur des relais citoyens, puisque c'est quand même une thématique du jour, pour que non seulement les associations de soutien aux étrangers qui continueront de le dire à chaque réforme de l'immigration, mais aussi les soignants qui soient ou pas militants des associations, c'est pas la question, c'est que cette expression-là qu'on voit de colloque en colloque et de journée en journée puisse être relayée in fine de plus en plus souvent vers les décideurs au niveau local, départemental, mais au niveau national. Alors est-ce que, je ne sais pas comment faire, sinon on aurait déjà trouvé la solution, mais est-ce que dans ce genre de journée, il ne faudrait pas finalement proposer une sorte de lettre, de notion, qui rassemblerait sans doute pas mal de différences entre les acteurs, mais il y a beaucoup de points communs qui mériteraient d'être à chaque fois transmises aux décideurs pour les prochaines échéances, et notamment parce que ça va évidemment impacter grandement notre travail. J'ai été frappé en particulier par, et on a la même expérience commune, notamment l'énorme pression sur les travailleurs sociaux et les assistants sociaux qui sont en première, alors, les médecins, les psychologues, les infirmières, on est tous en première ligne, mais en fait encore plus les acteurs sociaux qui doivent trouver des solutions face à un parcours d'obstacles où il n'y en a pas de solution. Alors, on a aussi évoqué tout l'intérêt de groupes analystes de pratique pour supporter l'insupportable dans l'exercice de notre métier, parce que c'est de ça dont il s'agit souvent, que d'entendre les horreurs que les gens ont subies pour pouvoir rester en soutien avec une écoute bienveillante et nécessaire, tout en continuant à pouvoir dormir la nuit, parce que ce n'est pas dans l'intérêt des migrants si on n'arrive plus à dormir la nuit. Donc, toute une série d'aides aux professionnels de santé, de groupes d'analyse de soutien, mais aussi probablement de relais à un moment, en ayant le sentiment que ces constats individuels, d'abord ils le sont là, on les fait tous ensemble, et qu'ensuite à un moment, en tant que professionnel de santé, ils soient relayés aux politiques. Voilà quelques grands éléments. Juste un mot, une des questions que vous posiez, qu'est-ce qu'on doit dire aux migrants sur qu'est-ce qui va leur arriver dans notre consultation. Nous, quand même, après, chacun voit comment il le fait, mais en tout cas, une partie du travail d'accompagnement des demandeurs d'asile à la demande d'asile, c'est de les prévenir que, on espère que ça va marcher, et que si ça ne va pas marcher, ce n'est pas forcément de leur faute. Puisque dans l'état actuel de la situation, et depuis 30 ans en France, vous avez 80% de chances de ne pas être reconnu demandeur d'asile. Donc il faut se préparer au coup suivant. Si vous comptez rester là, on vous souhaite que ça marche du premier coup, mais sinon ça risque de durer plusieurs années avant le final de règle. Ça fait partie de la préparation psychologique au parcours d'intégration. Je vous remercie. Merci, monsieur Dess. Alors, c'est étonnant ce que vous dites, parce que comment faire remonter la richesse des propos d'aujourd'hui aux décideurs? Il s'avère en fait que M. Darmanin est actuellement à Nancy, donc c'est dommage qu'il ne soit pas passé par là. Ça aurait été intéressant. Mais pourquoi pas réfléchir à effectivement, voilà ce qui s'est passé en votre absence au Conseil départemental. On peut imaginer quelque chose un peu plus sérieux, mais de cet ordre-là. Je trouve que le hasard nous invite peut-être à être un peu audacieux. Merci à la citoyenneté active
d'orchestre de valeurs et pour moi presque de réconfort, vraiment. En tant que vice-présidente, j'ai beaucoup noté, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup, je ne dirais pas compris, je n'aurais pas cette prétention-là, mais j'ai en tout cas des pistes de travail et ce dont je me rends compte, c'est qu'il faut que j'irrigue un petit peu cette prise de conscience auprès de toutes les élus du conseil départemental et que ça ne reste pas lettre morte. Et je me demandais s'il y avait des actes ou quelque chose je ne sais pas comment ça va être poursuivi, mais il faut que ça se poursuive en tout cas. Il y a des choses vraiment presque pratiques que j'ai reçues, il y a des choses peut-être plus longues à mettre en place, mais en tout cas, j'ai tout noté et je m'engage à en faire quelque chose. Je ne promets rien, même si je suis une femme politique, je ne promets rien, mais je m'engage à faire attention à ce qui s'est dit aujourd'hui. Et j'aimerais aussi, moi aussi, répondre à une question, qu'est-ce qu'on fait, même si à la fin ça finit pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis convaincu que dans tous nos accompagnements, et là ça dépasse, il y a quelque chose qui nous échappe, même si on a cru à un moment qu'on maîtrisait tout. Et effectivement, l'OQTF c'est la fin de quelque chose, mais ce n'est pas la fin de la vie d'un parcours migratoire, ce n'est pas la fin du jeune migrant ou d'un demandeur d'asile. Même si c'est douloureux, même si c'est... en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas toujours... Il y a un combat militant et politique à avoir pour agir sur ça. Sur le reste, c'est-à-dire ce qu'on maîtrise, et moi dans la vie j'aime bien me concentrer sur ce que je maîtrise, c'est donner le plus à ces personnes, réparer, accompagner, soutenir, aider, nourrir, réconforter. Tout ça, pour moi, ça ne sera pas perdu, quoi qu'il arrive à l'issue de notre accompagnement. Donc merci à vous d'être sur le terrain, de m'avoir donné tant de leçons, et je laisse la parole. Effectivement, on n'est pas dans les conclusions, on est dans un moment qui nous appelle à poursuivre. En l'occurrence, on ne va pas faire long. Tout à l'heure, il était dit qu'il fallait tout un village pour éduquer l'enfant. Il faut que ce niveau-là territorial compte. J'en profite pour vous annoncer que le 22 octobre, samedi 22 octobre, Citoyenneté Active organise une journée citoyenneté et territoire. Et on voit bien que la dimension territoriale est importante. Comment penser une politique de santé publique, c'est de ne pas intégrer à une dimension territoriale qui réunit tous les professionnels, mais aussi les en charge portés par le territoire, notamment par les collectivités territoriales. Donc voilà, c'est aussi ces questions-là sur lesquelles il faut qu'on travaille. Je pense que le groupe qui a travaillé, Denis, il y aura des réunions, des suites, on va essayer d'éditer, de regarder le site de Citoyenneté Active. Je pense que les contributions d'aujourd'hui y seront. Et en tout cas, c'est à poursuivre, pas forcément sous forme de journée, mais sur chacun des aspects, on peut avoir des éléments de réflexion. Et en tout cas, je pense que la dimension territoriale, on sait bien que la question des politiques de santé publique, on a des exemples dans notre pays, doit permettre de faire que ça s'inscrive dans le territoire et travailler ensemble. C'est pas possible d'imaginer que sur une ville, un quartier, on ait ce lien avec un coordinateur, etc., et que ça ne peut pas se reproduire sur tous les territoires. Là, on voit bien que c'est la dynamique locale qui le fait. Voilà, à suivre. N'hésitez pas aussi à donner aussi vos coordonnées pour recevoir notre lettre d'information. Et puis, justement, à venir au revoir.